Mon intervention, en fait, va être un cri du cœur que je vais lancer à l'endroit de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est vrai qu'il y a Ouida, il y a Gorée, mais il y a aussi Luango. Et je souhaiterais que la Fondation se penche un peu plus sur Luango. Sur Luango, Congo-Brazzaville. Luango a été un port très important qui a vu partir près de 2 millions d'esclaves. Près de 2 millions d'esclaves. Et c'était l'un des plus importants ports d'embarquement des esclaves du golfe de Guinée. Luango se meurt. J'avoue qu'à la base, l'initiative appartient à l'État, qui a essayé depuis 2006 à le mettre sur liste indicative de l'UNESCO, mais depuis là, rien n'a bougé. J'aurais souhaité, l'expertise existe. Nous avons consacré notre mémoire de master à l'Université Senghor sur la réhabilitation et la valorisation de ce site-là. Le mémoire a été publié. Mais ne tombons pas dans l'oubli. Luango disparaît. Je souhaiterais que la Fondation s'y penche pour n'importe quelle initiative qui peut contribuer à la valorisation ou à la réhabilitation de Luango. Voilà. C'est tout mon tour. Juste un petit mot sur esclaviser, c'est un beau débat que nous avons en ce moment. Moi, je préfère tenue en esclavage parce que j'aime pas. Je travaille aux États-Unis, alors j'ai horreur des néologismes. Et une tenue en esclavage dit exactement la même chose que esclaviser, et le dit en français, ce qui est un avantage. Donc esclaviser plus court. Oui, c'est plus américain. Voilà. Nous... Oui, oui, en portugais aussi, Voilà, mais bon. Oui. Oui, j'ai gagné. Mais merci pour le. En tout cas, c'est un débat important. Et la désessentialisation me paraît effectivement quelque chose qui est tout à fait essentiel aujourd'hui. Donc merci à nos collègues pour avoir rajouté tout ce que... Et je donne immédiatement la parole à la salle. On se presse un peu parce que je pense que le repas attend. Qui veut la parole? Allez-y. Bon, mais je remercie nos amis de leurs différentes contributions. La construction des savoirs est une question très complexe pour nous autres historiens, surtout que travaillons à la fois sur l'esclavage et sur les traites. D'un point de vue épistémologique, il faut faire la différence entre l'esclavage et les traites. Le concept de traite est beaucoup plus vaste, il est beaucoup plus étendu. L'esclavage, ça nous ramène à des relations de dépendance, à des formes de domination de personne à personne, de perte de liberté totale ou partielle. C'est différent de la traite qui est un mécanisme purement économique, un mécanisme évidemment de domination, un mécanisme commercial. Et ceci étant, moi, j'ai longtemps travaillé sur la production du savoir historique dans les archives. C'est une question qui est extrêmement complexe. Et nous comprenons toutes les difficultés de nos amis du Portugal, de nos amis qui parlent de Luango, du Longo et du Congo. Mais ce sont des points de traite qui ont été extrêmement important dans l'histoire. Mais depuis le XVe siècle, depuis la mise en place des toutes premières factories portugaises,
Mais ce qui s'est passé à Luango, mais vous lisez la littérature qu'il y a, mais vous êtes ahuri, monsieur. Ce qu'il y a à Luango, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus important que ce qu'il y a eu à Gorée, que ce qu'il y a eu à Ouida. Et les gens ne le disent pas. Et c'est la raison pour laquelle le débat qui a voulu à ce que tout soit passé par Gorée, c'est faux. Nous avons réglé ce problème-là ici, au Sénégal, entre historiens du Sénégal, et c'est la raison pour laquelle je disais justement qu'il a eu le courage d'oser le dire très clairement. Et nous l'avons dit aussi. Moi, j'ai travaillé sur la quantification de toutes les traites dans l'espace sénégalais, en reconstituant tout ce qui s'est fait à partir de Gorée. Sans trop user de la parole, il nous faut des échanges. Et la question de... Moi, j'ai été heureux d'avoir trouvé dans les intitulés Luango, les archipels du Cap-Vert. C'est extrêmement important. Autour de Arguin, en Mauritanie. Ouida, vous en avez parlé, etc., etc. Donc, la constitution de ce savoir-là reste encore à faire. Et si elle n'est pas faite véritablement, comment irriguer les mémoires, comment prendre en charge correctement le travail de mémoire, comment prendre en charge correctement le travail de patrimoine. Ce n'est pas possible. On ne peut pas bâtir comme ça dans les néants. Nous autres, nous avons beaucoup de responsabilités à ce niveau. Je vous remercie. Bien, merci. Moi, je m'appelle Adam Ahmad. Je viens de l'Université de Maroua. Alors, je voudrais poser la question au collègue qui a présenté sur le port de Luango. Oui, s'il vous plaît. Je peux parler, oui. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour faire la quantification? Vous êtes à 2 millions de déportés africains vers les Amériques. Comment est-ce que vous avez procédé? Quelle a été la méthode de quantification? Oui. Non, mais oui. c'est des sources. Hein. C'est des sources sûres. Les gens ont écrit, les historiens ont écrit. Et oui, c'est bien sourcé, c'est bien documenté. C'est des sources. Aujourd'hui, passez-moi l'expression, tout bêtement, dès que vous tapez sur Google, port d'embarquement des esclaves de Luango, vous avez tout avec source, hein, c'est bien documenté. C'est bien documenté. Mais Luango est en train de tomber dans l'oubli, c'est ça, une fois de plus. Et Luango disparaît. D'accord. Oui, dites-moi. Juste une question, parce que je ne connais pas du tout cette histoire-là. Il faudrait que je m'y penche. Mais est-ce volontaire? Est-ce un oubli pour effacer cette mémoire? C'est le manque de volonté politique. Peut-être pas forcément la volonté d'effacer le... Non. C'est plus que Luango ne présente aucun intérêt au regard de l'homme politique congolais. C'est plus une volonté politique. D'accord. Des propositions ont été faites, mais bon. Avant de continuer à donner la parole à d'autres personnes, on me signale à l'instant qu'un de nos intervenants est sur Zoom, en ligne, ou sur Zoom ou autre chose. Donc, est-ce que vous m'entendez, Rahima Ragonfalomir? Est-ce qu'on peut l'entendre? Oui. Bonjour monsieur, bonjour à tous et à toutes. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir donné la parole, mais c'est à vous. Merci à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi, j'ai rejoint un peu mes collègues concernant l'Amérique latine. Moi aussi, je viens du Mexique. Je pense que c'est un sujet qui est encore à travailler. On commence au fur et à mesure. Et moi, je n'étant pas spécialiste de la question de l'esclavage, j'ai commencé à me rendre compte, comme vous l'avez plus ou moins expliqué, de mécanismes. Les mécanismes et comment on voit que les mêmes mécanismes sont reproduits et on voit une polarisation sociale entre dominants et dominés, comme ça vient d'être évoqué brièvement, esclaves ou esclavisés.
Du coup, cette différenciation s'établit évidemment à travers la couleur de peau et les rangs occupés dans les plantations. Et du coup, j'ai voulu utiliser, comme vous l'avez expliqué, l'habitus de Pierre Bourdieu pour tenter de comprendre dans quelle mesure la plantation en tant que lieu également exerçait un rôle déterminant pour que ce système perdure et puisse continuer au fil du temps. Donc voilà, c'est surtout ces mécanismes de domination et ces structures de pouvoir qui se sont jouées là-dessus que je n'avais pas trouvé, en tout cas dans la littérature que je peux consulter concernant l'esclavage, au-delà de la dénonciation de l'horrible et honteux système esclavagiste, évidemment. J'ai vu les fils conducteurs entre les élites politiques, les élites économiques, les maîtres des esclaves, les conquérants, d'une part, cette minorité, et d'autre part, cette majorité qui est, comme vient d'être évoqué par ma collègue péruvienne, par les peuples autochtones, par les esclaves, par les conquises, et on a tous été dans cette dynamique, si j'ose dire, de domination entre dominants et dominés. Donc voilà ma petite contribution depuis la sociologie pour tenter de comprendre ce phénomène qui, me semble-t-il, devrait encore continuer à faire parler, surtout autour de ces genres de notions de la sociologie qui peut dialoguer avec l'histoire concernant le pouvoir, cette capacité de produire des effets causaux qui affectent les comportements de différents agents pour continuer évidemment à exercer cette domination. Donc voilà, je remercie en tout cas tous les organisateurs. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous, mais je remercie à tous et à toutes d'être là. Et pareillement, je suis ouvert à toute question. Donc merci beaucoup, Messieurs Jean et Evra, pour votre présentation. Merci, merci. Excusez-moi encore de vous avoir oublié comme ça. Il n'y a pas de problème. Je ne savais pas que vous étiez là. Je reviens vers la salle. Je crois que c'était Ibrahima. Ibrahima Tioub. Oui, moi j'ai un souci par rapport au phénomène de l'essentialisation. Quand je regarde, parce que dans le système esclavagiste, il y a une absolue nécessité de distinguer radicalement le maître et l'esclave. Qui a besoin de ça? C'est le maître. Et il va construire celui qu'il a capturé et mis en esclavage dans un processus qui le transforme en esclave, participe à cette transformation le fait de le désigner. La désignation procède parfois d'une violence symbolique qui participe à la construction de l'esclave. Et il a intérêt que ça soit le plus radical possible, qu'il ne peut pas y avoir de mélange, même si dans le processus, ça peut être perturbé de façon inattendue. Je m'explique plus clairement. Si je mets en esclavage Jean, je peux tout de suite voir un élément qui nous distingue radicalement la couleur de peau. Je vais travailler à ce qu'il accepte que sa couleur de peau qui fait qu'il est esclave. Que ce n'est pas mon acte violent qui arrive dans son village, qui l'encercle, qui le met en captivité, ce n'est pas ça qui est l'origine de son esclavage. L'origine de son esclavage, c'est la couleur de sa peau. C'est ça que je vais essayer de lui faire croire et de le convaincre que c'est ça pour légitimer le fait qu'il soit un esclave. Et je ne comprends pas comment on peut, après, désessentialiser cela en restant enfermé dans la catégorie qui est produite par le maître. Le maître a produit la catégorie de couleur de peau, comme avaient tenté de le faire les gens de la négritude. Je comprends bien l'opération, mais je dis que en le faisant, on croit qu'on peut désessentialiser, mais tant qu'on parle d'identité chromatique, pour moi, il est absolument presque impossible de sortir, de ne pas essentialiser les gens.
il faut remettre, pour moi, il faut remettre l'acte historique. Il faut redonner sens à l'histoire. C'est-à-dire, ce que le maître ne veut pas, c'est l'histoire. Il veut naturaliser la relation. Et il faut le lui refuser. Et si on suit Jim Crow, on suit les maîtres et on se donne des communautés identifiées à partir de la couleur de la peau, y compris quand ça ne marche pas avec le passing. C'est-à-dire que vous désignez quelqu'un comme noir alors qu'il est blanc. Par la loi, une goutte de sang. Donc je ne vois pas comment, et je le vois très clairement en Amérique, plus on déclarera que les États-Unis c'est la démocratie, c'est je ne sais pas l'égalité, quoi que ce soit, les gens s'enferment de plus en plus dans ces catégories-là. Et ils ne peuvent pas en sortir. Et dès que vous êtes entré, vous êtes identifié comme tel et classé dans un camp, quel que soit d'où vous venez. Parce qu'on vous expulse de l'histoire. Et c'est à dessein que les maîtres le font. Je vais vous donner, pour renforcer et terminer sur ce point, si je mets en esclavage Ibrahim Seck, comment ça va se passer? Lui, il est noir comme moi. Comment je vais construire l'altérité radicale qui va nous séparer et qui va l'enfermer naturellement dans l'esclavage? Je décide que c'est son sang qui est servi. C'est toujours un facteur naturel. Je ne peux pas utiliser la couleur de la peau manifestement. Je vais inventer un autre truc qui est son sang. Et personne ne peut le vérifier. Et il le transmet à ses enfants. Là également. Mais là, l'avantage, c'est que ce n'est pas une visibilité. Tu ne peux pas voir le sang de quelqu'un en le voyant. Et donc, tout de suite, l'essentialisation devient difficile et les gens, ils ne se désignent pas en termes de comme dans la couleur de la peau. Quelqu'un va dire je suis un noir, un autre va dire je suis un blanc, mais on ne va pas dire, on peut peut-être dire je suis de sang bleu pour les mêmes raisons, mais on ne peut pas dire en voyant quelqu'un qu'il est de sang ceci ou de sang cela. C'est pourquoi on va les appeler de leur véritable identité historique, c'est d'être esclave. Ça, c'est un acte historique. Donc, il va être Machoubé ou Machoudo. Et moi, je vais être Gallo. Mais on ne fait pas référence au sang. Par contre, dans l'identité chromatique, on fait référence à la couleur de la peau du fait de sa visibilité. Et je ne vois pas comment on peut le dessentialiser sans sortir de ces identités chromatiques. Je ne sais pas. Franchement, c'est une ignorance. Je ne vois pas comment on le fait. Un point important à mener au débat. Alors, avant de vous laisser la parole, parce que je sens qu'ils veulent réagir là, à mes côtés, je continue à donner la parole à la salle et puis ensuite on reviendra à la table. Alors, j'avais quelqu'un dans le fond là-bas, ensuite Romuald. Non. Oui. Allez-y. Je continue cette... Oui, c'était vous en premier. Hein. Allez-y. Cette réflexion du professeur Tube, dans le sens que, clairement, les historiens veulent désessentialiser les sujets historiques qui ont subi cette violence de mise en esclavage. Mais je pense il y a un risque qu'on perde la compréhension d'une histoire à un certain moment, quand nous sommes dans des régimes d'esclavage légal, ce qui est différent de la situation post-abolitionniste. Le terme esclave, qui est dans les sources, est un statut légal. Et l'historien doit pouvoir différencier la violence qui existe dans un régime historique qui utilise ce statut esclave comme statut légal. En ancienne Rome, sclavus. C'est différent du statut légal avec des conséquences pour les droits et les obligations des libres et de ceux qui sont appelés sclavus, en ancien grec doulos et en français esclave, mais c'est un statut légal. On ne peut pas oublier, quand on fait l'histoire de l'esclavage, qu'il y a des moments historiques où ce terme qui est légalement codifié et a des conséquences très concrètes existe et définit toute une catégorie de personnes. Et puis il y a un moment
où les violences ne se terminent pas sur les personnes, mais par exemple, les empires coloniaux délégalisent l'esclavage sans pas nécessairement vraiment faire le pas de l'émancipation concrète. Alors, on rentre dans une période historique où esclave n'existe plus comme statut légal. Il est censé ne pas être cité dans les tribunaux. Alors, je pense qu'il est important pour les historiens de vraiment pouvoir tracer ce type de configuration et transformation. C'est clair qu'on pourrait toujours citer le mot esclave entre guillemets, mais on ne peut pas changer l'histoire en imposant notre antipathie pour ce terme qui est, c'est clair, c'est quelque chose de terrible, d'affreux, il y a une violence. Mais cette violence est présente dans l'existence, après un certain moment, de la terminologie esclave. Et j'ai entendu des activistes, des abolitionnistes africaines dans le monde contemporain où l'esclavage, dans le contexte de pluralisme juridique, continue à exister. J'ai entendu Biramda Abid, l'honorable mauritanien, défendre l'utilisation du terme esclave parce qu'il dit cette violence est légitime aux yeux de certaines personnes aujourd'hui qui se disent maître. Et mon ONG veulent réagir à l'utilisation de ce mot qui, pour certaines, leur donne des droits sur ces personnes. Dans une façon, même si les lois l'ont aboli, eux, ils sont dans une pensée de pluralisme juridique. Donc, comment comprendre que ce mot n'est pas qu'un mot? Ce n'est pas qu'on... C'est un statut légal. On ne parle pas de personnes épousées. On parle d'épouse, d'époux. Et c'est un statut légal qui a des droits à un certain moment. Si jamais on abolissait le mariage comme institution, il faudrait une transition dans la terminologie analytique, dire on ne peut plus, à un certain moment, on ne parle plus d'époux ou d'épouse, mais de personnes épousées, parce que ça ne devient qu'une pratique sociale qui n'existe plus dans le monde juridique, avec des conséquences énormément réelles, violentes et brutales pour les sujets qui sont forcés dans ce statut. Merci, on est entré dans le vif du sujet là. Allez-y, à vous. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Je voudrais revenir juste un instant sur ce que vient de dire le professeur Thioub, sur la question de savoir si on peut désessentialiser ou pas l'histoire de l'esclavage. Je dirais non, on ne peut pas désessentialiser. D'abord parce que ça remettrait en cause le phénomène lui-même. J'aurais plutôt une autre réflexion à propos de ce que vous avez dit. La question n'est pas d'essentialiser ou de désancialiser. La question est de savoir comment est-ce qu'on historicise. Et comment est-ce qu'on historicise à partir des histoires qui sont des histoires particulières. Je ne pense pas qu'on peut penser l'histoire de l'esclavage de la même manière au Sénégal, en Mauritanie, qu'en France, par exemple, ou bien en la Martinique, ou bien à la Guadeloupe. Dans le cas de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, il y a, je crois, un choix qui a été fait et qui me paraît être un choix qui est judicieux de ce point de vue-là, c'est d'inscrire ce fait historique dans une longue mémoire historique, qui est la longue mémoire historique de la France. Alors évidemment, en France, il y a un récit qui est un récit dit national, dans lequel tout le monde se tient, dans lequel il n'y a pas, en principe, de différence de couleur, je dis bien en principe, mais il faudrait reconnaître que la différence de couleur fait partie du récit national. Qu'au fond, dans ce récit national, la question de l'esclavage qui a été jusqu'ici niée ou occultée fait partie de l'histoire de France. Et donc à partir de là, il me semble que la question de l'essentialisation ou bien de la désessentialisation ne se pose plus dès lors qu'on reconnaît le phénomène comme tel. Il suffit de reconnaître le phénomène de l'esclavage comme faisant partie d'une histoire nationale. Au Sénégal, je crois que c'est la même chose. On peut faire la même chose à partir du Congo, on peut faire la même chose à partir du Cameroun, mais je crois que si on prend les cas qui sont les cas des pays africains, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une question politique, mais cette question politique-là, elle se pose exactement de la même manière au Congo, au Cameroun qu'en France, parce que les politiques n'aiment pas du tout que l'on remette en cause justement leur système de pouvoir. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faudrait, pardon de conclure par là, de revenir à la littérature. Lire Le devoir de violence de Yambo Wologem, vous avez toutes les histoires justement de l'esclavage à partir d'un système politique. Les hommes qui ont le pouvoir en Afrique ont bien besoin de garder leur pouvoir, c'est pour ça qu'ils mettent les autres en esclavage.
Après, ils ont gardé leur pouvoir, c'est parfait. Et donc, ils ont trouvé des gens avec qui entrer, si je dis, en relation de pouvoir, et chacun se mettant en relation de pouvoir, ben, ça marche très bien. Enfin, ça marchait comme ça au XIVe siècle, ça continue à marcher comme ça aujourd'hui, je crois. Merci. Merci Romuald. Il y a, je vais prendre encore 2 questions, une ici et une là. Vous pouvez donner un micro au fond de la salle, s'il vous plaît? Commencez, vous pouvez commencer peut-être. Ça marche. Bon. Alors, je voulais revenir un tout petit peu sur la terminologie quand vous avez eu à esclavagiser, esclaviser et mis sous forme d'esclave. Donc, voilà. Par rapport à cela, vraiment, pour faire un état des lieux, parlant de terminologie, je pense que c'est assez intéressant parce que ça renvoie même à, disons, au fait que cette question, elle n'est pas même définie en quelque sorte. On n'arrive même pas à la définir. Parlant de cela, je voudrais partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue en France. Pendant ma thèse, des vacances, j'ai eu à décider avec un ami français, François. C'est pas Hollande, monsieur le Premier ministre. Donc voilà, donc on s'est dit qu'on allait aller faire les vendanges à Montauban, mais dans un petit village qui s'appelle Montbéton. Et on y a été. C'était au mois de juillet. Et quand j'ai appelé pour voir avec le monsieur si je pouvais y aller, il m'a dit vous êtes de quelle nationalité? Je lui ai dit sénégalaise. Il m'a dit les Sénégalais travaillent bien. Je vous prends, vous pouvez venir. Ce que j'ai pas compris, non, c'est pas scandaleux. J'étais très ravi. Mais quand on me dit que les Sénégalais travaillent bien, j'étais très très content. Et je suis parti avec mon ami François. Arrivé à non, François, il travaille bien aussi. Donc, on arrive la veille et puis on nous installe. Et le lendemain, on va dans la plantation des pommes. Ce sont des pommes. Alors, j'arrive, mais j'ai vu que des Africains. Je dis oui, d'accord. Bon, j'ai vu plein de Sénégalais, effectivement, parce que le monsieur, il privilégie des Sénégalais. Je n'avais pas compris pourquoi. Et dans la matinée, vers 10h, j'ai compris. Parce que les Sénégalais étaient grands. Et sont grands. Donc, ils peuvent cueillir facilement les pommes. Et moi, j'étais un petit Sénégalais. Donc, je n'étais pas à ma place. Donc, tout ça pour dire quoi? Et quand on est arrivé, ils nous disaient l'heure, on est payé à l'heure, on a signé un contrat. Mais non. C'est là où, vraiment, la question de cette terminologie m'intéresse. C'est-à-dire qu'on nous dit, non, maintenant, vous n'allez pas travailler à l'heure. Vous remplissez un palox et ce palox correspondra à 8 heures de travail. Alors, j'ai travaillé avec mon ami François et toute la journée, il n'a pas pu remplir son palox. Et pourtant, il a travaillé 8 heures. Et quand j'ai fini de remplir mon palox, j'ai aidé François. François était le seul Français dans la ferme. Ça m'avait un peu travaillé. Et le lendemain, François m'a dit, Oumar, je vais te quitter parce que ce travail, ce n'est pas pour moi. Il est strasbourgeois. On était tous doctorants. Et il est parti. Le lendemain, il m'a dit, c'est trop dur, il y a le soleil, je ne peux pas supporter. Et j'ai compris pourquoi, effectivement,